suis très heureux de vous retrouver, de prendre le temps de l'analyse et de nous donner surtout les clés de compréhension pour faire de bonnes analyses. Vous savez, mon objectif à moi, que ce soit en politique, en philosophie ou en religion, c'est de donner les clés de compréhension pour que les gens deviennent autonomes, pour qu'ils soient libérés de la tutelle et de la mainmise intellectuelle d'un certain nombre de commentateurs, de religieux ou de dominants qui imposent et apposent à notre regard leur point de vue dicté par leurs intérêts. Il faut nous libérer et pour ce faire, il faut avoir de bonnes clés de compréhension. Le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est en feu, vous le savez, et ce depuis 1 an. Après les attaques du 7 octobre, eh bien, Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la Syrie et aujourd'hui surtout le Liban sont attaqués par l'armée israélienne. Il s'agit de comprendre, au-delà de l'énumération des faits, les uns après les autres et des événements, de comprendre au fait par une vision de quelle manière est-ce qu'on peut, relier les différents faits ensemble afin que cela dessine un tableau global qui permet une meilleure compréhension de la situation. Nous sommes tous concernés en tant que famille humaine par la situation dans laquelle se trouvent nos frères et sœurs là-bas, victimes de la guerre, de la famine, de la destruction, et nous sommes tous aussi concernés par les conséquences de cette guerre là-bas, dans ce petit endroit, mais qui concentre un certain nombre de tensions et d'enjeux à dimension internationale. Le premier point, il faut que nous dessinions le rôle des différents acteurs là-bas sur place. La première des choses, il y a Israël et ses alliés arabes, et vous avez l'Iran et ses alliés arabes. Ça fait bizarre de parler comme ça parce qu'on a l'impression que d'alliance entre Arabes, Israël et Iraniens, ça sonne pas très juste. Et pourtant si. Vous avez donc Israël en tant que puissance régionale sur place, avec ses alliés arabes, et nous verrons pourquoi est-ce que ces Arabes sont les alliés objectifs, ces pays arabes sont les alliés objectifs d'Israël, et puis vous avez l'Iran, une autre puissance régionale, qui a aussi ses alliés dans les pays arabes. À partir de cet aspect-là, vous devez comprendre et savoir que chacun essaye de jouer son rôle pour avoir l'hégémonie dans cette région, appuyé par d'autres alliés internationaux, dans des enjeux de conflit et de rivalité entre l'Occident d'une part, mené par les États-Unis d'Amérique, et, disons, les pays émergents, les empires asiatiques, qui ont pour leadership, ou pour leader, pardon, la Chine. Donc vous avez la Chine et ses alliés, avec la Russie notamment, et vous avez l'Occident et ses alliés, à la tête duquel se trouvent les États-Unis d'Amérique. C'est le fond international global dans lequel s'insère le conflit régional dont nous allons parler. La première des choses que vous devez savoir, que nous devons savoir, c'est le besoin d'Israël d'un Iran, menaçant, mais pas dangereux. Israël a besoin de l'Iran, avec l'image médiatique négative qui lui est donnée, et il s'agit pour Israël de se servir de l'Iran afin de justifier sa stratégie d'expansion, sa stratégie au fond de Grand Israël, qui est au fait son horizon stratégique. Et ceci est fondé sur une certaine vision du monde, la question du retour du royaume de David, ou d'Israël, est aussi fondée sur une certaine croyance, une certaine philosophie, à savoir celle du peuple élu. Donc vous avez donc Israël, en tant que puissance régionale, qui a besoin de l'Iran pour justifier son idéologie et son expansion. Deuxième point, vous avez l'Iran qui a besoin de la cause palestinienne pour justifier son leadership, son expansion et l'exportation de sa révolution dans les pays arabes et le reste du monde
musulmans. Et, en conséquence, il a besoin, l'Iran, d'un Israël qui continue sa colonisation. Non pas qu'elle veuille cette colonisation, mais en tout cas, cela lui permet de justifier auprès du monde musulman ce pourquoi elle s'étend sur différentes capitales arabes dont nous allons parler tout à l'heure. Et elle se sert aussi d'une certaine croyance, c'est-à-dire qu'il y a une vision du monde qui lui sert d'horizon stratégique, qui est celle du retour de l'Empire perse. Il y a une vision nostalgique. Celle aussi du retour du Mahdi, c'est sa vision religieuse, et de l'élection des membres de la famille du prophète en tant que chiites, mais qui cache en réalité la nostalgie de l'élection des anciennes familles régnantes de l'Empire perse, les Sassanides notamment, les Shahs et autres. C'est le deuxième point. Donc, Israël et son besoin de l'Iran, l'Iran et son besoin de la cause palestinienne et donc d'Israël. Les deux pouvant ainsi justifier leur impérialisme au niveau régional. Troisième acteur dont il faut parler absolument, et nous en avions plus ou moins parlé au tout début de notre introduction, ce sont les pays arabes. Les pays arabes qui se retrouvent et sont en état de méfiance en réalité vis-à-vis de leur population, et ce en raison de leur illégitimité. Une illégitimité d'ailleurs qui est soutenue aussi bien par l'Occident et Israël que par la Chine et la Russie et les différents alliés. Et donc ces pays arabes concentrent leurs forces et leur armée et leurs forces de sécurité sur leur population pour empêcher le retour du printemps arabe. Rappelez-vous, le printemps arabe, durant les années 2010, avait provoqué à travers la révolution et la révolte des différents peuples arabes la chute des régimes dictatoriaux en place en Tunisie, en Égypte. Cela a failli arriver en Syrie, ce qui a provoqué la guerre civile là-bas, ainsi que cela a aussi provoqué la chute de Kadhafi. Bref, des troubles, des tensions dans l'ensemble des pays arabes dus à la contestation des pouvoirs en place de la part des populations. Et nous avions vu d'ailleurs à la suite de ces révoltes, eh bien, de nouvelles élections faisant arriver au pouvoir les opposants islamistes qui ensuite subiront une contre-révolution. Et nous sommes dans cette contre-révolution qui fait que les différents pays arabes sont plus préoccupés, les États arabes sont plus préoccupés à, à asseoir leur pouvoir et leur autorité, leur autoritarisme et leur pouvoir sécuritaire sur les populations qu'à vouloir soutenir la cause palestinienne. Et soutenir en conséquence aussi leur population, parce que leur crainte, c'est que la réussite de la résistance palestinienne ne crée des émules dans leur propre population, justifiant ainsi une résistance interne et une révolte interne, voire une révolution qui aboutirait à leur destitution et à leur meurtre. Vous saisissez donc que ces pays arabes sont extrêmement fragiles, d'où leur besoin du soutien de l'Occident, de leur régime, et donc le besoin d'être soutenu aussi par Israël. Donc, ce sont ces trois acteurs qui font qu'il y a des alliances. Ceux qui, craignent l'expansion de l'Iran, ce sont les pays du Golfe, se mettent du côté d'Israël, cherchant ainsi sa protection et la protection des Occidentaux et surtout des États-Unis d'Amérique. Et ceux qui craignent l'expansion d'Israël se mettent sous le parapluie et la protection de l'Iran, acceptant ainsi d'être par l'Iran colonisé, on va dire les choses comme ça, par crainte d'être mis à mal et perturbé et détruit surtout par Israël et ses alliés occidentaux. Vous avez donc le pays du Golfe qui sont du côté d'Israël, de fait, et vous avez les pays du croissant qui sont de fait du côté de l'Iran. Et les uns et les autres se servent de leur proxy direct de la part de l'Iran,
indirecte de la part d'Israël pour prendre le dessus dans cette région et pouvoir servir leurs intérêts directs. Il y a un quatrième acteur. Ce quatrième acteur, c'est la résistance palestinienne. Et aussi ceux qui sont à leur côté, qui sont partisans du printemps arabe, qui ont été, rappelez-vous, pourchassés, détruits, tués, exilés de la part de la contre-révolution. Et il y a les islamistes qui sont du côté, malgré leur diabolisation en Occident. Je sais que ce terme et cette analyse ne serait pas acceptée dans les illusions et les rêveries idéologiques dans lesquelles on fait baigner les populations occidentales quant à ce qui se passe. Les islamistes que l'on vilipende sont de fait ceux qui arrivent au pouvoir grâce aux élections et sont constamment choisis par les populations. Ensuite, on s'arrange pour faire des coups d'État et les persécuter, les tuer. Nous ne sommes pas ici pour rentrer dans un camp idéologique des uns et des autres. Il s'agit de faire preuve d'une analyse froide. Donc vous avez la résistance palestinienne et ceux qui sont à leur côté, qui sont partisans des pays des printemps arabes, parmi lesquels se trouvent les islamistes, et dont la réussite, le projet politique, la résistance contre la colonisation israélienne, la résistance contre, l'hégémonie occidentale dans ces pays, eh bien, doit être mis en échec de la part des pays arabes et de leurs alliés. Vous avez donc Israël, vous avez donc l'Iran, et vous avez donc les pays arabes qui font tout d'une manière ou d'une autre, explicitement ou implicitement, pour faire en sorte que la résistance palestinienne ne réussisse pas. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu racontes? L'Iran soutient la cause palestinienne. Oui, l'Iran soutient la cause palestinienne. Mais l'Iran s'appuie sur la cause palestinienne pour pouvoir s'en servir et légitimer son expansion régionale. Et donc il s'agit de faire continuer, de faire perdurer cette situation-là. Donc oui, on soutient, mais on soutient pour répondre à un certain nombre d'intérêts d'ordre géostratégique et géopolitique. Et il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas ici insulter ou, soupçonner les bonnes ou mauvaises intentions de l'Iran. On n'est pas dans cette analyse-là. On est dans l'idée, dans l'analyse qu'il y a des États qui ont des intérêts à protéger et chacun se sert de ce qu'il peut pour légitimer son expansion et pour avancer sur l'échiquier international et régional et faire avancer et faire triompher ses intérêts. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, vous avez une alliance de ces trois acteurs précédents contre ces quatrièmes acteurs que sont, encore une fois, la résistance palestinienne et la crainte que leur réussite crée des émules dans les pays arabes, crée des émules, une forme d'indépendance de la résistance palestinienne qui ferait perdre à l'Iran toute forme de légitimité. Et en même temps, une volonté d'empêcher ce que nous pouvons appeler les révolutions arabes, la démocratisation de ces pays-là, ce que voulait en réalité le printemps arabe et ses différents acteurs. L'Iran est intervenu en Syrie pour empêcher le renversement de Bachar al-Assad et nous connaissons l'attitude des régimes arabes en alliance avec les pays occidentaux pour renverser les différents régimes démocratiques qui étaient arrivés à la suite des élections après les révoltes arabes en Tunisie, en Égypte, en Syrie de façon en alliance avec la Russie, l'Iran, Israël et les Européens et les Américains, et dans d'autres pays. De ce fait, les différents acteurs doivent mettre en échec cette résistance en ravivant la guerre civile ancestrale sunnite chiite et la guerre civile contemporaine laïque religieuse qui sont utilisés par ces différents acteurs pour empêcher l'unité et faire en sorte que ces différents pays qui ont intérêt à s'unir pour pouvoir résister contre l'hégémonie des empires régionaux et l'hégémonie des empires internationaux qui s'affrontent
sur place là-bas, eh bien, ils ont intérêt, en fait, à s'unir. Mais elles sont préoccupées et occupées par des questions de guerres ancestraux, les chiites qui disent qu'ils veulent faire triompher Hossein contre Yazid. C'était à l'époque des compagnons du prophète où il y avait une guerre civile. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Et vous voyez les saoudo-arabes du Golfe qui vont raviver l'idée que les chiites sont des impies et que le sunnisme et la pureté idéologique ou la pureté de la croyance islamique se doit de prendre le dessus sur ces innovateurs. Vous avez aussi une guerre civile laïco-religieuse née de la colonisation qui est aussi ravivée, qui fait que dans ces différents pays, il y a une fracture entre les différentes élites, ceux qui sont pour le modèle occidental issu de la colonisation et ceux qui sont pour le modèle d'avant la colonisation, le modèle de l'empire médiéval musulman qui s'affrontent ici, avec diverses nuances. Et donc on ne peut pas comprendre la situation de fracture dans ces pays-là si on ne saisit pas de quelle manière est-ce que les différents acteurs en place utilisent les dissensions idéologiques, les dissensions religieuses et enfin les dissensions ethno-raciales. Les Turcs contre les Kurdes, contre les Arabes, contre les Iraniens, chacun devant mettre en place son propre nationalisme au détriment des minorités qui sont à l'intérieur, issues d'autres pays qui, eux, sont majoritaires. Vous avez des Kurdes qui se retrouvent en Turquie, qui se retrouvent en Syrie, qui se retrouvent en Iran, qui sont utilisés par les Occidentaux à travers le rêve d'une nation kurde qui mettrait en danger l'unité territoriale des différents pays que je viens de citer. Vous avez la rancœur qui existe entre les Turcs et les Arabes, les Turcs accusant les Arabes d'avoir, participé à la chute de l'Empire ottoman, et les Arabes convaincus que l'Empire ottoman était au fait une dictature, ce qui n'était pas le cas en réalité, hein, historiquement, c'est pas vrai. Bref. Eh bien, vous avez tous ces éléments-là, sans compter la rivalité qu'il y a, notamment au Maghreb, mais au sein même des pays arabes, la tension qui existe en raison de leur racisme contre une partie des populations à couleur noire, à peau noire. Eh bien, vous avez aussi une fracture au sein du monde musulman qui est aussi ravivée de par les tensions qui peuvent exister entre les populations noires et les populations arabes, les populations noires musulmanes et les populations arabes musulmanes, ce que nous voyons dans le Maghreb, hein, en Tunisie, en Libye, au Maroc, en Algérie, etc. Tous ces éléments-là sont autant de points qui sont utilisés pour désunir ces territoires-là, je dirais le monde musulman, le monde arabe et surtout la région beaucoup plus concernée par le conflit israélo-palestinien. Si vous saisissez cela, vous comprenez donc ce que vient faire le déluge d'Al-Aqsa. Le déluge d'Al-Aqsa, c'est le nom que les Palestiniens ont donné à leur opération du 7 octobre. Al-Aqsa, c'est le nom de la mosquée sacrée du troisième lieu saint de l'islam, après la Mecque, après Médine. Vous avez donc Al-Quds, qui est le nom que musulmans et arabes donnaient à la ville de Jérusalem, et la mosquée qui s'y trouve, Al-Aqsa, et dont l'objectif des sionistes israéliens est de détruire pour y mettre à la place le temple d'Israël qu'ils comptent reconstruire. Et donc le déluge d'Al-Aqsa signifie justement le fait que, ils veulent sauver Al-Aqsa de la destruction, faisant ainsi appel à la conscience musulmane internationale, parce qu'on est, ils sont tous, je suis aussi musulman, je ne vais pas me cacher, les musulmans sont tous concernés par la situation de ce troisième lieu saint de l'islam. Et deuxièmement, il s'agissait pour eux de briser en fait l'entente implicite et explicite qui se mettait en place sur leur dos, de leur point de vue, et le statu quo en conséquence qui se créait
entre les différents acteurs que nous avons mentionnés. C'est-à-dire que vous avez les accords d'Abraham, imposés et proposés par Donald Trump, entre Israël et divers pays arabes en échange d'un certain nombre de concessions stratégiques, géostratégiques et d'intérêts pour ces différents pays, d'échanges commerciaux et de soutien à leur développement économique. Donc il y a en conséquence la naturalisation des rapports au niveau international entre Israël et différents pays. L'Égypte, cela s'est fait bien avant, mais vous avez le Maroc, vous avez le Soudan et un certain nombre d'autres pays. Et l'Arabie Saoudite était sur le point d'officialiser la naturalisation, la normalisation plutôt, de leur relation avec Israël. Le déluge d'Al-Aqsa, l'attaque du 7 octobre est venue mettre à mal tout ceci. Deuxième point, cela paradoxalement met à mal la présence de l'Iran dans 4 pays qui sont tombés sous sa domination. Le Yémen, l'Irak, grâce aux Américains, la Syrie, grâce à la Chine, et le Liban, à travers le Hezbollah. Et dans ces 4 pays, il y a des proxys qui agissent pour l'Iran, avec pour stratégie de la part de l'Iran d'éviter qu'aucune guerre n'ait lieu sur son propre territoire, après avoir tiré des leçons de la sanglante guerre Iran-Irak qui a duré durant les années 80, 8 longues années. La leçon qui est tirée par l'Iran et l'élite politique iranienne et religieuse, c'est que les guerres se feront à l'extérieur de son territoire, via les différents pays arabes qui sont autour de lui, et via des proxys, des milices militaires chiites, qui agiront sur le terrain à sa place. Or, le déluge d'Al-Aqsa est une opération de la résistance palestinienne, mais qui n'a pas été décidée avec les Iraniens. Ce qui a pour conséquence une forme d'autonomie en réalité, quant à la tutelle que l'Iran entend avoir sur la résistance palestinienne, servant ainsi de légitimation de son expansion, de sa présence dans la région. Donc le 7 octobre met à mal cela aussi. Et enfin, elle met à mal l'idée que sans elle, la résistance palestinienne ne pourrait rien du tout. Or, nous avons vu la rapidité avec laquelle le Hezbollah libanais, qui était réputé être l'armée, en tous les cas la milice la plus puissante de la région, la milice iranienne la plus puissante de la région, et une armée assez solide qui avait réussi à mettre en échec l'armée d'Israël en 2006, nous avons vu avec quelle rapidité celle-ci s'est écroulée. Alors qu'en face, le Hamas, un an après le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain des attaques perpétrées par les Palestiniens envers Israël, c'est-à-dire un an depuis le début de la riposte ou de l'attaque israélienne à Gaza, en Cisjordanie et aujourd'hui au Liban, eh bien, vous voyez que le Hamas continue de résister, contrairement au Hezbollah. Ce qui met à mal, encore une fois, la justification d'une présence iranienne pour venir en aide à une résistance palestinienne qui ne serait pas capable, sans l'Iran, de pouvoir résister. C'est tout cela qui tombe par terre. Mais en même temps, le 7 octobre a donné une formidable opportunité, une extraordinaire opportunité pour Israël de déployer son plan stratégique d'expansion, d'une part, avec cet horizon du Grand Israël, et qu'Israël fait en sorte de réaliser, bon an, mal an, au fur et à mesure, sur plusieurs années.
Et là, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir reconquérir le Sud-Liban, de raser Gaza et peut-être de recoloniser Gaza, et d'en finir avec la Cisjordanie, et peut-être même d'étendre la guerre en Syrie, l'Israël a commencé à le faire, mais aussi en Jordanie, mais aussi en Égypte, par rapport au Sinaï, et jusque peut-être même l'Arabie Saoudite, mais je ne pense pas que cela puisse se faire dans l'immédiat. Mais je n'invente pas ces propos, c'est les mots exacts que Netanyahou, l'actuel Premier ministre, a prononcés avec une carte en main d'Israël qui comprend les différentes régions et les différents pays que je viens d'indiquer. Une grosse partie du territoire de ces pays que je viens d'indiquer, intégré dans cette carte-là au Grand Israël. Et donc le 7 octobre a donné une occasion historique pour que Israël puisse abattre ces cartes. Alors, certains font l'analyse en disant que, en réalité, Israël était au courant de l'opération du déluge d'Al-Aqsa, que Netanyahou a fait exprès de laisser faire les Palestiniens pour pouvoir se sortir de la situation délicate dans laquelle il se trouvait à ce moment, où une grande partie de la population israélienne manifestait contre lui pour le destituer, risquant, si cela se faisait, d'aller en prison. Et que donc, il aurait laissé faire. Certains vont jusqu'à dire même, on voit ça dans certaines chaînes arabes au positionnement idéologique douteux, en tout cas selon moi, eh bien certains vont jusqu'à dire que les commandants en chef du Hamas étaient en réalité des contre-espions, des agents doubles de la part d'Israël pour mener cette attaque afin qu'Israël puisse en profiter. Ce sont des délires. D'autres vont dans l'autre sens pour dire que en fait ce sont des agents de l'Iran et que cela n'a servi en réalité qu'à permettre à l'Iran de pouvoir mieux se positionner face à Israël en agissant de la sorte. Vous voyez donc des analyses contradictoires qui sont en réalité le fruit de ce que je viens de vous indiquer tout à l'heure, à savoir la guerre civile interne au sein des pays arabes, pro-iraniens ou pro-israéliens, qui vont donc analyser la situation à partir de ce positionnement idéologique. Ouais. Chacun vilipendera à sa manière la résistance palestinienne selon que celle-ci a mis à mal les intérêts soit des pays du Golfe ou les intérêts des pays sous la tutelle iranienne. Mais dans tous les cas, les faits sont là. Il y a, de la part d'Israël, une occasion de couper les ongles, en réalité, de l'Iran, afin qu'elle puisse rester dans ses frontières, qu'elle sorte, au fond, des différents pays arabes qu'elle a de fait colonisés, ou en tous les cas qui sont sous sa domination. Il s'agit pour Israël d'affirmer sa toute-puissance dans cette région, premièrement, et à travers Israël, il s'agit pour les Américains, les Occidentaux, de revenir en force dans cette région en vue de préparer la confrontation qui doit avoir lieu avec la Chine et la Russie. Et cela me fait venir à mon dernier point, l'arrière-plan international dont j'avais déjà parlé au début de mon propos. Il y a plusieurs guerres qui ont lieu en ce moment régionales dans le monde. Plusieurs guerres régionales en Europe, dans le Sahel, en Afrique, au Moyen-Orient et dans l'océan Pacifique, même si dans l'océan Pacifique autour de Taïwan, les choses sont en train de se préparer doucement. La rivalité entre la Chine et les États-Unis ne peut s'exprimer pour l'instant par une guerre directe, en raison de l'interdépendance qu'il y a entre les économies de ces deux superpuissances. Les États-Unis
ont besoin de la Chine, car la Chine achète les bons du Trésor américain et soutiennent ainsi la consommation américaine qui sert par la suite à acheter les biens produits par la Chine. Et il y a une stratégie de désengagement de la part de ces deux pays pour que leurs économies cessent d'être interdépendants. Les États-Unis cherchent à réindustrialiser leur territoire, à être autonomes et indépendants quant à leur consommation des produits dont ils ont besoin vis-à-vis de la Chine, et la Chine cherche à être indépendant, à se désengager de son utilisation des bons du Trésor américain, et surtout donc du dollar, et d'avoir une autonomie financière et économique qui lui permette à un moment donné de ne pas être inquiété par les sanctions américaines. Donc ils se tiennent, ces deux puissances, par la barbichette. Et donc une guerre directe n'est pas possible pour l'instant. Cependant, des guerres indirectes ont lieu dans des points stratégiques du monde qui, pour les États-Unis, doivent servir à encercler la Chine, et pour la Chine et la Russie, doivent servir à un moment donné à se protéger vis-à-vis de l'encerclement que visent les États-Unis et les Occidentaux. Et donc il y a l'Europe, c'est l'Ukraine, il y a le Sahel, où vous voyez des armées russes et des armées françaises et autres s'affronter dans les différents pays africains, le Mali, le Burkina, le Niger, mais l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et l'une des incarnations de ces guerres indirectes entre ces deux superpuissances se trouve en ce moment même dans le Moyen-Orient, où vous avez l'Iran qui est soutenu par la Chine et par la Russie, qui est en rivalité, en confrontation quasi directe avec Israël, soutenu par les Occidentaux et particulièrement les États-Unis d'Amérique. Et donc il faut saisir cet enjeu régional, les intérêts propres de ces différents acteurs, à l'aune de ce conflit mondial qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le soutien américain et occidental est pleinement assumé par ces derniers pour Israël. Là où le soutien de la Russie et de la Chine envers l'Iran n'est pas aussi assumé. L'intérêt de la Chine et l'intérêt de la Russie, c'est que les États-Unis s'enfoncent dans ce conflit dans le Moyen-Orient. C'est leur intérêt, d'où le fait qu'ils ne soutiennent pas vraiment la cause palestinienne, parce que s'ils le voulaient vraiment, ils pourraient intervenir plus directement au sein du Conseil de sécurité, voire même peut-être avancer leurs pions sur place. La Russie a vu une de ses bases attaquée, une de ses ambassades, ou plutôt bases en Syrie, attaquée, mais n'a pas bronché. Son intérêt n'est dans aucun cas d'allumer un conflit avec Israël, alors qu'elle est préoccupée par son conflit avec l'Ukraine en Europe. Et donc il est dans l'intérêt des Chinois et il est dans l'intérêt des Russes de faire en sorte que le conflit perdure et que les États-Unis s'enfoncent là-bas de la même manière que les États-Unis veulent, et ont peut-être même réussi, que la Russie s'enfonce dans un conflit en Ukraine qui l'épuiserait. La Chine, en aucun cas, ne veut soutenir plus directement l'Iran. Nous savons que l'Iran est devenu le premier, ou le deuxième plutôt, fournisseur de la Chine en termes de pétrole. Seulement dans une relation, qui n'est pas de l'ordre de l'alliance, mais qui est de l'ordre des intérêts communs. La Chine achète le pétrole iranien qui n'est pas acheté par d'autres pays en raison de l'embargo américain, mais exige de la part de l'Iran d'acheter le pétrole brut à un prix extrêmement bas, 10 dollars le baril, ce qui est impossible à soutenir de la part des Iraniens, mais ils n'ont pas le choix.
Et lorsqu'à un moment donné, les Iraniens ont commencé à vouloir faire augmenter les prix de leur pétrole, eh bien, la Chine a complètement cessé d'acheter ce pétrole, mettant en difficulté ainsi les Iraniens et les mettant en difficulté aussi sur le plan interne, puisque c'est un élément qu'il faut indiquer. Si les Arabes sont préoccupés par leur population et par le conflit interne dans chacun de leurs pays, il en va de même pour l'Iran, qui est en extrême fragilité au niveau international en raison des embargos et en extrême fragilité économique, qui met à mal le régime face aux contestations internes de la part des populations, de la part des jeunes. Et donc, il n'est pas possible pour l'Iran de se permettre de perdre des dividendes en termes de vente de pétrole, ce que c'est la Chine. Donc l'alliance de la Chine et de la Russie envers l'Iran n'est pas une alliance aussi solide que celle des Israéliens avec les Occidentaux. C'est autant d'éléments qu'il faut que nous prenions, que nous ayons en tête pour comprendre ce qui va se passer. Je ne pense pas pour ma part, pour conclure mon propos, je ne pense pas pour ma part qu'Israël ira jusqu'à détruire complètement et les États-Unis, parce qu'en réalité, Israël ne peut pas, à lui seul, détruire l'Iran. Nous avons vu les difficultés qu'Israël a pour vaincre la résistance palestinienne. Ce qui aussi, c'est l'une des conséquences du déluge al-Aqsa, c'est que l'idéologie, l'illusion, la conviction, la propagande qui disait que l'armée israélienne était une armée impossible à vaincre et à battre, a volé en éclats le 7 octobre. C'est, je pense, ce qui explique une des raisons pour lesquelles il y a un acharnement de la part de l'armée israélienne envers les populations palestiniennes toutes confondues, pour au fond soulager cette humiliation qu'ils ont vue à travers cette attaque perpétrée par une petite résistance de rien du tout. Les Palestiniens, eux, l'appelleront terroriste, d'autres l'appelleront résistante. On n'est pas là pour polémiquer sur les termes. Mais en tous les cas, il y a de la part d'Israël une volonté de faire revenir cette sorte de crainte qu'elle avait su mettre dans le cœur de ses adversaires quant à leur capacité de pouvoir l'attaquer sans subir des conséquences incommensurables. C'est ça qui a volé en éclats, et c'est ça que Israël essaye de faire revenir face à une résistance palestinienne qui malgré tout résiste, malgré tous les dégâts qui ont lieu, et qui montre encore une fois qu'Israël, à elle toute seule, ne peut résister et ne peut vaincre sans le soutien des États-Unis et des Occidentaux. Et c'est ce qui va se passer quand la décision sera prise d'attaquer l'Iran, mais après les élections américaines, parce qu'aucune guerre ne peut avoir lieu en ce moment avec les élections qui ont lieu d'ici quelques semaines. C'est un premier point. Et deuxième point, sans aussi le risque que les prix du baril ne montent, ce qui mettrait en difficulté les États-Unis et les pays occidentaux. Et donc, il faut qu'il y ait d'abord une augmentation de la production de pétrole de la part des pays arabes, des pays du Golfe notamment, et de la part de la production américaine pour pouvoir supporter un conflit et ses conséquences géopolitiques et géostratégiques et surtout économiques si demain ce conflit devait avoir lieu vis-à-vis de l'Iran de la part d'Israël soutenu par les pays occidentaux. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et tant que ces différents paramètres ne seront pas, maîtrisés, la guerre n'aura pas lieu. Et si la guerre aura lieu, elle ne visera pas la destruction de l'Iran, elle visera tout simplement à l'affaiblir. Mais tout en la faisant perdurer afin de justifier la crainte des pays du Golfe arabe pour que ceux-ci continuent de se ranger dans le giron du camp occidental. Rappelez-vous, la présence de la Chine, il n'y a pas très longtemps, a permis un rapprochement entre les Iraniens et l'Arabie Saoudite. Bon. C'est tout cela qui doit à un moment donné cesser du point de vue des États-Unis et de forcer les pays arabes, notamment les pays du Golfe, à entrer dans son camp, le camp états-unien, contre le camp sino-russe dans le conflit
qui doit arriver, en tout cas doit être provoquée de la part des États-Unis avant que la Chine ne puisse avoir la puissance militaire nécessaire qui lui permettrait de rivaliser complètement avec les États-Unis. C'est cette course contre la montre que veulent gagner les États-Unis, et c'est dans cette stratégie globale qu'il faut comprendre en conséquence la situation du Moyen-Orient, avec les atermoiements américains entre leur volonté de se retirer de ce lieu stratégique, le Moyen-Orient, pour pouvoir se concentrer sur la Chine, et en même temps la volonté d'Israël de faire maintenir la présence américaine, qui, d'une manière ou d'une autre, entre aussi dans sa stratégie de présence renforcée et de mainmise dans le Moyen-Orient contre la présence, notamment économique et peut-être militaire, de la part des Chinois. Dans cette situation-là, vous voyez donc un monde musulman, un monde arabe, occupé les uns contre les autres à se faire la guerre, à commenter les points, à essayer de choisir quel est son camp. Est-ce qu'on est pro-russe? Est-ce qu'on est pro-occidental? Est-ce qu'on est pro-américain? Est-ce qu'on est pro-iranien? Dans une inconscience extraordinaire qui, sur le plan stratégique, leur coûtera très cher. Coûtera très cher aux pays arabes, clairement, et coûtera très cher au reste du monde musulman. Il faut une autre stratégie, mais c'est de cela dont je vous parlerai dans une prochaine analyse géopolitique et philostratégique. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, je n'ai pas... peut-être que je ne l'ai pas dit. C'est une vidéo que je fais tout seul ici dans mon bureau. J'ai pas trop l'habitude de parler seul devant une caméra. Je déteste même cela. J'espère que cela ne s'est pas trop vu, que mon propos a été fluide. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ces analyses que je viens de vous proposer. Une analyse un peu plus philosophique quant à la vision des différents acteurs et quant à la stratégie philosophique que moi je pourrais en tous les cas vous proposer se fera prochainement. Je vous dis à très bientôt, que la paix soit sur vous.